Mes parents m'ont tendu un piège lors d'un dîner de famille avec ma sœur enceinte. Ils m'ont exigé que je lui cède mon pantouse pour qu'elle puisse repartir de zéro. Papa a dit, signe ou on t'emmène en justice. J'avais payé 157 000 $ en 36 mensualités d'hypothèque. Mon avocat a révélé le montage de dette de 370 000 $. Son avocat est devenu tout pâle. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le silence dans mon pantouse n'est pas un vide, c'est un luxe. C'est un silence coûteux, acheté avec des années de nuit blanche, avec des cernes que même l'anti-cerne le plus cher du Palacio de Hierro arrive à peine à cacher, et avec une décennie entière à dire non aux sorties du week-end pour pouvoir dire oui à mon futur. J'étais debout devant l'immense bail vitré du sol au plafond de mon salon, en observant les lumières scintillantes de Santa Fe. Depuis cette hauteur, aux 23 étages, la ville de Mexico ressemble à un océan d'étoiles électriques, une bête de béton qui rugit doucement de l'autre côté du double vitrage. Le trafic de la route Mexico-Toluca ressemblait à une rivière de sang et d'or, loin, inoffensive, vue depuis ma tour d'ivoire. Cette distance, cette sécurité m'avait coûté chaque dollar que j'avais. Mon reflet dans la vitre me rendit mon regard. Une femme de 32 ans, avec les cheveux foncés attachés en un chignon sévère qui commençait à se défaire après une journée de 12 heures, vêtue d'un tailleur gris qui semblait déjà être une seconde peau, une armure contre le monde. « Tout ça est à toi, Elena », murmurai-je en passant la main sur la surface froide et parfaite de l'îlot en granit de la cuisine. C'était un rituel nocturne. J'avais besoin de me le rappeler parce que parfois le syndrome de l'imposteur frappait fort. « Pour qui tu te prends pour avoir tout ça ?» chuchotait une voix dans ma tête qui ressemblait étrangement à celle de mon père. « Personne ne t'a rien offert. Personne ne t'a ouvert la porte. C'est toi qui l'as défoncé, répondis-je à la voix. Même si l'appartement était spectaculaire, 3 grandes chambres, des finitions en marbre italien, une vue à couper le souffle, parfois, pendant les nuits les plus longues, il me semblait comme une forteresse conçue non seulement pour me garder en sécurité, mais aussi pour garder les autres dehors. C'était mon refuge, mais aussi ma cellule dorée. Mon téléphone portable vibra sur la table basse en verre, le bourdonnement brisant la paix artificielle que j'avais construite. L'écran s'illumina en montrant une vieille photo pixelisée, une image de temps apparemment plus heureux, pendant des vacances à Acapulco il y a 15 ans. Le nom en dessous fit se nouer mon estomac dans un œuf familier, un mélange de culpabilité catholique et d'anxiété conditionnée. Maman. Je n'ai pas répondu à la première sonnerie ni à la deuxième. Je suis resté à regarder l'appareil comme si c'était une grenade sans sécurité. J'ai compté les secondes comme des battements de cœur. 1, 2, 3. Ma relation avec mes parents, Rogelio et Lourdes, était compliquée. Nous n'étions pas des ennemis déclarés. Il n'y avait pas de guerres ouvertes avec des cris tous les jours, mais il existait une froideur de fond, une couche de glace fine au-dessus d'un lac profond de rancœur non dite et d'attente non remplie. Finalement, j'ai fait glisser le doigt sur l'écran avant que le répondeur ne se déclenche. Je savais que si je ne répondais pas, ils appelleraient la police ou les hôpitaux, pas par réelle inquiétude, mais pour le drame. Allô. Ma voix sortit plus tendue que je ne le voulais, sans chaleur. Elena, ma vie. La voix de ma mère sonna trop aiguë, saturée d'une douceur écœurante qui alluma toutes mes alarmes internes. C'était le ton spécifique qu'elle utilisait quand elle voulait me demander de l'argent, ou que je sois garante d'un petit prêt, ou quand elle voulait se vanter de mes réussites professionnelles auprès de ses amis du club de cartes, même si en privé elle ne me demandait jamais si j'étais heureuse. « Ah, comment tu vas, ma fille ? Ça fait des semaines qu'on ne t'a pas vue. Tu nous as oubliés, les vieux ? J'ai été occupé, maman. Tu sais, c'est la clôture fiscale et les audits ne se font pas tout seuls. » Je mentis à moitié. Il y avait toujours du travail, c'est vrai, mais la vérité nue, c'était que j'évitais d'aller chez eux. L'énergie là-bas me vidait toujours, me laissant avec une gueule de bois moral qui durait des jours. Là, toi, toujours en train de travailler, toujours avec les chiffres et l'argent. Tu as besoin de te détendre, femme. Tu vas te dessécher avant l'heure. Et écoute, ton père et moi, on veut que tu viennes dîner ce dimanche. Maman, je ne sais pas si je peux. J'ai des rapports en retard et je pensais avancer le travail. Je n'accepte pas un non comme réponse, Elena, m'interrompit-elle, et pendant une fraction de seconde sa voix se durcit, laissant voir l'acier sous le miel.
J'ai fait des chils en nogada. J'ai acheté la noix de Castilla fraîche. Je l'ai épluchée moi-même toute l'après-midi. Mes doigts sont tout noirs. Ce sont tes préférés. Et en plus, Paola va être là. Paola, ma petite sœur, l'enfant en or, celle qui avait toujours une excuse et jamais d'argent. Celle qui avait le charisme qui me manquait et l'irresponsabilité que j'avais en trop. Ah, oui. J'essayais de garder un ton neutre, même si le nom de ma sœur amenait toujours un goût amer dans ma bouche. Ah, comment elle va? La pauvre, elle passe un moment très difficile avec la grossesse. Tu sais comment est Roré. Cet homme ne la comprend pas. C'est un incapable. Mais on veut avoir la famille réunie. Juste nous quatre, comme au bon vieux temps, avant que tout ne se complique. S'il te plaît, Elena. Ton père s'ennuie de toi, il a demandé après toi. Il dit qu'il ne reconnaît même plus sa fille aînée. J'ai hésité. Ton père s'ennuie de toi. C'était la carte maîtresse, l'atout caché. Papa était un homme distant, un patriarche à l'ancienne qui croyait que l'affection était un signe de faiblesse. Cette petite miette de validation, cette insinuation qu'il pensait à moi, avait encore le pouvoir de me faire vaciller, me réduisant à une petite fille qui cherche une tape sur la tête pour ses bonnes notes. D'accord, soupirai-je, en sachant au fond de mon âme que je le regretterais. Je viendrai. À 19h, à 19h pile. Ne sois pas en retard, ma fille, la nogada refroidit, après elle est mauvaise. On t'aime. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je restais à regarder l'écran éteint du téléphone. On t'aime. Ces mots flottèrent dans l'air climatisé de mon salon, se sentant étranges, lourds, comme des billets faux qu'on jette en l'air dans une fête cheap. Je marchais vers mon bureau, j'allumais la lumière tamisée et regardais l'étagère du haut où je gardais mes documents importants. Là, entre des livres de comptabilité et des lois fiscales à jour, se trouvait ma vieille chemise noire, la chemise, mon assurance vie, mon disque dur externe dans un monde de gaslighting familial. Ce n'est qu'un dîner, Elena, me dis-je à voix haute, essayant de convaincre la pièce vide, essayant de faire taire l'auditrice interne qui criait, alerte de fraude. Ne sois pas parano, c'est ta famille, c'est ta mère. Mais pendant que je me préparais à dormir cette nuit-là, en me tournant et me retournant dans mes draps en coton égyptien, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation que j'étais en train de marcher volontairement vers un piège, sans avoir la moindre idée de la façon dont les dents de ce piège allaient mordre, ni que ce dîner allait changer ma vie pour toujours. Le dimanche arriva en traînant un ciel gris et plombé au-dessus de la ville de Mexico, une couche de smog et de nuages bas qui semblait annoncer l'orage. Je conduisis ma voiture, une berline japonaise fiable de 5 ans, pas la voiture de sport allemande que je pourrais me permettre, mais que mon sens pratique refusait, vers le quartier où j'avais grandi, dans le sud de la ville, près de Coapa. La circulation était étrangement fluide, ce qui me donna trop de temps pour réfléchir, pour passer en revue mes défenses mentales. La maison de mes parents avait toujours essayé de paraître plus qu'elle n'était. Une façade récemment peinte en terracotta éclatant, pensée pour impressionner les voisins, mais avec des fissures structurelles cachées derrière d'énormes pots de fougères que ma mère arrosait de façon obsessionnelle. Dans le garage, il y avait une voiture de l'année, un énorme SUV que papa avait acheté à crédit avec des taux abusifs, juste parce qu'un homme de sa position ne pouvait pas rouler en petite compacte. Pendant ce temps, je savais que le frigo à l'intérieur était parfois à moitié vide, ou rempli de produits de marque générique transvasés dans des emballages chers pour maintenir l'illusion. C'était ça, la philosophie des Valenzuela, l'image et tout. La réalité, ça se négocie. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, disait papa. Le problème, c'est qu'il n'y arrivait jamais, il faisait juste semblant sans arrêt. Je me garai devant le portail noir et respirai profondément 3 fois, en comptant jusqu'à 4 à chaque inspiration. Technique de respiration pour le stress. Des limites, Elena. Garde tes limites. Ne tombe pas dans les provocations sur ton poids, ta situation de célibataire ou ton travail. Tu manges, tu souris, et tu pars à 21h. En entrant, l'odeur de piment poblano grillé, de persil frais et de la douceur crémeuse de la noix de Castilla envahit mes sens. Pendant une seconde traîtresse, la nostalgie me frappa fort dans la poitrine. Cette odeur, c'était mon enfance, les dimanches, avant que je comprenne les dynamiques toxiques, avant que je devienne la fille, difficile et égoïste, simplement parce que j'avais ma propre opinion et un compte bancaire que personne ne pouvait toucher. L'exécutive est arrivée, cria mon père Rogelio depuis le canapé en faux cuir qui commençait à peler sur les accoudoirs,
même s'il le couvrait stratégiquement avec un plaid tricoté. Il ne se leva pas pour me saluer. Il avait un verre de whisky à la main, de marque chère, probablement un cadeau d'un ancien client, et la télécommande dans l'autre, changeant de chaîne sans vraiment regarder la télévision. Ses cheveux, teints en noir artificiel pour cacher les cheveux blancs, brillaient sous la lumière de la lampe. « Salut, papa. » Je m'approchai et lui fis un bisou rapide sur la joue, sentant la rugosité de sa barbe du soir. Il sentait la lotion trop forte et le tabac rance, une odeur qui s'était incrustée dans les murs de cette maison. « Elena. » Paola apparut depuis la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon brodé. Ma petite sœur de 28 ans avait l'air radieuse et tragique à la fois. Une combinaison qu'elle avait perfectionnée depuis l'adolescence. Elle portait une robe de maternité pastel qui mettait en valeur sa grossesse de 7 mois, une main posée de façon protectrice sur son ventre rond, comme si elle posait pour une photo invisible. Elle se déplaçait avec cette lenteur étudiée de quelqu'un qui a l'habitude d'être servi, d'être le centre de gravité de la maison. « Salut, Po. » Je la serrai dans mes bras avec précaution, sentant la tension dans ses épaules. « Tu as bonne mine. La grossesse te va bien. Tu es très maigre, Elena. » Ce fut la première chose qu'elle me dit en se reculant, en me regardant de haut en bas avec un mélange évident d'envie et de pitié. « Tu manges toujours ces salades tristes de bureau à ton bureau? Tu devrais mieux t'occuper de toi. On voit tes os de la clavicule. Tu as l'air malade. Regarde-moi. Maman dit que je suis rayonnante, que j'ai l'éclat de la maternité. Tu es enceinte, Paola. C'est différent. Ton corps crée une vie. » Répondis-je, en me mordant la langue pour ne pas ajouter que moi je travaillais 12 heures par jour à gérer des audits de millions pendant qu'elle passait sa vie au spa, au petit déjeuner avec ses amis et à mettre à jour son Instagram avec des phrases motivantes qu'elle n'appliquait pas. Entrez dans la salle à manger. Le dîner est servi, annonça ma mère lourde en sortant de la cuisine avec le grand plat en talavra fumant, en s'essuyant la sueur du front avec le dos de la main. La salle à manger était dressée comme pour une séance photo d'un magazine de décoration des années 90. La nappe en dentelle qu'on utilisait seulement à Noël, la vaisselle en porcelaine avec des bords dorés, les verres en cristal taillé qui tintaient au moindre mouvement, tout criait « occasion spéciale », ce qui augmentait simplement mon anxiété. Pourquoi tant de mise en scène pour un dîner du dimanche? Là, asseyez-vous, ça va refroidir, insista maman avec un sourire nerveux qui étirait ses lèvres rouges, mais n'atteignait pas ses yeux, qui scannaient la table à la recherche de la moindre imperfection, de n'importe quel prétexte pour corriger quelque chose. Le dîner commença avec des banalités forcées. Le climat erratique de la ville, le trafic impossible sur Constituante, un ragot sans importance sur des voisins qui avaient divorcé, mais la tension était palpable, épaisse comme la sauce nogada sur l'échille. C'était comme être assise sur une bombe à retardement dont le tic-tac se synchronisait avec le bruit métallique des couverts sur les assiettes. « Les rorés ?» demandai-je finalement, en brisant le protocole de silence autour des éléphants dans la pièce. Je remarquai la chaise vide en face de moi. Je savais qu'ils avaient des problèmes. Paola postait toujours des pics passives-agressives sur Facebook, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Paola laissa tomber sa fourchette avec un fracas dramatique. Ses yeux se remplirent de larmes instantanées, une capacité qui m'avait toujours fasciné et horrifié à parts égales. « Il est parti », sanglota-t-elle en portant une main à sa bouche avec des ongles parfaitement manucurés. « Il m'a quitté, Elena. Il y a une semaine. Il a dit qu'il ne supportait plus la pression financière, que je dépensais trop avec le bébé en route. C'est un monstre, un lâche. Il m'a bloqué de partout. » Je regardais mes parents. Rogelio serrait la mâchoire, son visage rougissant, et maman se leva rapidement pour étreindre Paola, en lui caressant les cheveux comme si c'était une fillette de 5 ans qui venait de tomber. « Je suis vraiment désolé, Pao, dis-je. Et je le pensais. Malgré tout, personne ne mérite d'être abandonné dans cette situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as besoin de quelque chose pour le bébé? Des couches, des vêtements? C'est pour ça qu'on est là, intervint mon père, sa voix grave et autoritaire résonnant dans la salle à manger, coupant les pleurs de Paola comme un couteau. Pour parler de vraies solutions. La famille se soutient dans les moments de crise. Les Valenzuela ne laissent personne derrière. Le sang, c'est le sang. Je sentis un frisson me parcourir le dos. Voilà, on y était, le but du dîner. L'addition cachée sous l'assiette allait être déposée sur la table. Bien, dis-je en prenant une longue gorgée de vin pour me donner du courage. Le liquide était rude,
bon marché, mais j'en avais besoin pour faire passer l'amertume qui s'annonçait. De quoi avez-vous besoin? D'aide pour trouver un avocat en divorce? J'ai une amie dans un très bon cabinet de droit de la famille. Je peux lui demander de te faire une réduction ou même de prendre l'affaire pro bono si le cas est solide. Maman et papa échangèrent un regard rapide, presque imperceptible. Ce regard-là, le regard des conspirateurs qui ont répété ce moment devant le miroir et qui s'apprêtent à exécuter un plan maître. Il ne s'agit pas d'avocat, pour l'instant, ma fille, dit maman en retournant à sa place et en me servant plus de vin, même si mon verre était presque plein. Il s'agit de stabilité. Paola a besoin d'un endroit sûr, d'un nid, d'un endroit digne pour élever ton neveu, le futur de cette famille. La maison qu'on louait, c'était une poubelle, cracha Paola en essuyant ses larmes comme par magie, retrouvant son ton hautain. Et maintenant, sans le salaire de Roré, je ne peux plus la payer. Le propriétaire m'a donné jusqu'à la fin du mois pour partir. Il a dit qu'il ne voulait pas d'ennui avec des mères célibataires. Tu peux rester ici, proposai-je en regardant autour de la maison de 4 chambres de mes parents. Elle était un peu vieille, oui, mais grande. Vous avez largement de la place. Mon ancienne chambre est vide, et le bureau de papa ne sert presque à rien, il prend juste la poussière. Non, non, non. Papa secoua la tête violemment, comme si j'avais proposé de vivre sous un pont. Cette maison est vieille, Elena. Il y a des escaliers dangereux, des courants d'air, des tuyaux bruyants. Ce n'est pas un environnement adapté pour un nouveau-né. Et puis, ta mère et moi, on est déjà âgés. On a nos soucis, la tension, l'arthrite. On n'est plus fait pour les pleurs de bébé toute la nuit. On a besoin de notre repos. On a déjà élevé 2 filles, on a fait notre part. Alors, je posai mon verre sur la table avec soin. Le silence s'étira, tendu, élastique et dangereux. Rogelio se pencha vers l'avant, appuyant ses coudes sur la table, envahissant mon espace personnel. Ses yeux sombres se plantèrent dans les miens, froids, calculateurs, sans l'ombre d'un doute. Tu es seul dans ce Penthouse à Santa Fe, Elena. 3 chambres, 200 mètres carrés, finition de luxe, sécurité privée. C'est obscène. C'est un gaspillage criminel d'espace pour une femme sans mari et sans enfant. Un gaspillage égoïste. L'air sortit de mes poumons comme si on m'avait donné un coup dans le ventre. Qu'est-ce que tu es en train de dire, papa? Nous disons, continua maman d'une voix douce, presque raisonnable, comme si elle expliquait que le ciel est bleu. Que ce qui serait logique, humain, chrétien, ce serait que tu cèdes l'appartement à ta sœur. Elle en a besoin pour recommencer à zéro. C'est le fresh start qu'elle mérite après tant de souffrance. Je restais figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon cerveau de comptable essayait de traiter la logique de la transaction, mais les chiffres ne collaient pas. Vous voulez que Paola vienne habiter avec moi, demandai-je, confuse. Paola lâcha un petit rire, long, et secoua la tête. Ah, Elena, non, pas avec toi, dit Paola, en traînant les mots comme si elle expliquait de la physique quantique à un enfant. J'ai besoin de mon espace, de mon intimité pour guérir, pour me connecter avec mon bébé. Toi, tu as une énergie très lourde, très stressante. Tu parles toujours de travail, d'impôts, d'audit. Ça fait du mal au bébé, et de toute façon tu travailles toute la journée. Tu n'es presque jamais là. Pour toi, c'est un hôtel. Exactement, approuva papa, reprenant le contrôle de la conversation. Tu peux te trouver quelque chose de plus petit, un loft, un studio près de ton bureau, quelque chose de plus adapté à ta situation de célibataire. Ou même tu peux revenir vivre ici, dans ta chambre d'avant. Comme ça, ta mère te cuisine, elle s'occupe de toi et tu économises la solitude. Ce serait bien pour toi de revenir au nid. Je regardais les 3 visages en face de moi. Ma mère, avec son masque d'inquiétude maternelle sélective, les mains jointes en pose de prière. Mon père, avec son autorité arrogante et machiste, convaincu que sa parole était loi. Et ma sœur, avec son droit de naissance à être la princesse de l'histoire, attendant que je sois le dragon qui se sacrifie pour qu'elle puisse traverser le pont. Il me demandait de quitter ma propre maison, de devenir une sans-abri dans mon propre patrimoine. Pardon? Le mot sortit de ma bouche comme un croassement, un mélange de rire et d'incrédulité. Je me raclai la gorge en sentant la chaleur monter dans mon cou. Je crois que le vin me fait de l'effet, ou je n'ai pas bien compris. Vous voulez que je fasse mes valises,
Que je sorte de ma maison, la maison que j'ai achetée avec mon argent, et que je la donne à Paola? Gratuitement? Ce n'est pas lui le donner comme ça, simplement. Ne sois pas dramatique, Elena, dit maman en posant une main sur sa poitrine, visiblement offensée par mon ton. C'est la lui prêter indéfiniment, jusqu'à ce qu'elle se remette, jusqu'à ce que l'enfant grandisse un peu, peut-être quelques années, 5 ou 6. On est une famille, Elena. La famille partage. Aujourd'hui pour toi, demain pour moi. Et qui va payer l'hypothèque, demandai-je. Ma voix baissa d'un ton, devenant dangereuse. Je regardais directement Paola, en ignorant mes parents. Le coût de l'entretien de l'immeuble est cher, Paola. La taxe foncière, les services, la sécurité. Tu vas les payer avec la pension alimentaire que tu n'as même pas encore? Paola haussa les épaules, prenant une grosse bouchée de son chili en nogada, mâchant avec un calme qui m'énervait. Et bien toi, évidemment, dit-elle la bouche pleine. Je n'ai pas de travail, Elena. Je suis enceinte de 7 mois. Personne ne va me recruter comme ça. C'est de la discrimination. Comment tu veux que je paie une hypothèque de cette taille? Toi tu gagnes bien. Tu es la riche de la famille, l'auditrice star. Tu as des primes, tu as le 13e mois. Pour toi, ce n'est que de la monnaie. Je sentis mon sang bouillir dans mes veines, une chaleur volcanique qui menaçait d'exploser. Pour toi, ce n'est rien. Cette phrase résonna dans ma tête. Ce n'est rien. Je me levai lentement, mes mains serrant le bord de la table en acajou jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, luttant contre l'envie de renverser la table et de briser cette vaisselle parfaite. Je travaille 60 heures par semaine, Paola. Parfois 80. J'ai passé des Noëls au bureau à clôturer des bilans pendant que vous trinquiez ici. Je n'ai pas pris de vraies vacances depuis 4 ans. Cet appartement n'est pas un cadeau du ciel. C'est ma retraite, c'est mon investissement, c'est ma vie, ce sont mes reins que j'ai laissés sur cette chaise de bureau. Tu es une égoïste, hurla Paola en se remettant à pleurer, ses yeux remplis d'une rage instantanée. Tu as toujours été égoïste. Depuis qu'on est petite, tu gardais tes bonbons. Tu ne voulais jamais me prêter tes vêtements. Et maintenant, tu préfères voir ton neveu, ton propre sang, dans la rue plutôt que de lâcher tes précieux luxes. Ton marbre italien compte plus que ta famille. Personne ne va se retrouver dans la rue. Paola, tu as cette maison. Tu as des bras et des jambes, tu as un diplôme en design graphique que papa et maman ont payé et que tu n'as jamais utilisé un seul jour. Ça suffit. Le cri de papa résonna sur les murs de la salle à manger, faisant vibrer les verres. Il se leva lui aussi, son visage rouge violacé de colère, une veine battant dangereusement sur sa tempe. Je ne vais pas te permettre de parler comme ça à ta sœur dans ma maison. Elle est vulnérable, elle est mère. Toi, tu es forte, tu peux encaisser. C'est ton devoir, Elena, ton devoir moral de grande sœur. Tu as toujours eu plus. Il est temps de partager. Mon seul devoir est envers moi-même et ma stabilité financière, répondis-je, froide comme la glace, en sentant une étrange calme descendre sur moi. C'était le calme du soldat qui sait que la diplomatie a échoué et que la guerre est inévitable. La réponse est non. Absolument non. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Papa me regarda avec un mélange d'incrédulité et de mépris pur. Il n'avait pas l'habitude qu'on le défie. Dans sa tête, j'étais encore la petite fille peu sûre d'elle qui cherchait désespérément son approbation, celle qu'on pouvait manipuler avec un peu de culpabilité et un peu de pression. Il ne reconnaissait pas la femme qui se tenait devant lui. « Ah oui » dit-il en baissant la voix à un murmure dangereux, en faisant le tour de la table vers moi. « C'est ta dernière parole ? Tu tournes le dos à ton sang pour quelques briques et quelques vitres. Tu vas laisser ton neveu naître dans la misère à cause de ton avarice. Ce ne sont pas des briques, papa. Ce sont les 157 000 $ que j'ai déjà payés en capital et intérêts. C'est mon patrimoine et non, je ne vais pas le donner à Paola juste parce qu'elle a décidé d'épouser un idiot irresponsable et n'a jamais voulu travailler un seul jour de sa vie. » Maman poussa un cri en portant ses mains à son visage. « Elena, comme tu es cruelle. Comment tu peux parler ainsi de ta sœur? Tu es un monstre. Je ne t'ai pas élevé comme ça. La vérité fait mal, maman, mais quelqu'un doit la dire dans cette maison de fantaisie. Vous l'avez tellement gâtée que vous l'avez rendue inutile, et maintenant vous voulez que je paie l'addition de votre éducation ratée.
Je pris mon sac sur le dossier de la chaise. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne voulais pas qu'il le voie. J'avais la tête qui tournait, mais je gardais le menton haut. Merci pour le dîner, dis-je, ma voix dégoulinant de sarcasme. L'échille était délicieux. Même si la farce était un peu amère. Je suppose que ça va bien avec l'occasion. Je me tournai pour partir, décidé à ne pas regarder en arrière. Mes talons résonnaient sur le parquet, marquant ma sortie. Clac, clac, clac. Mais la voix de mon père me stoppa net avant que j'atteigne l'arche de l'entrée. Ce n'était pas un cri, cette fois. C'était un son bien plus effrayant. C'était le bruit métallique des fermoirs de sa mallette en cuir qu'il ouvrait sur la petite table d'appoint. Clic, clic. Si tu passes cette porte sans signer cet accord, dit Rogelio avec une voix que je ne reconnus pas, une voix d'avocat minable et de maître chanteur, les choses vont devenir très laides pour toi, petite. Tu vas le regretter toute ta vie. Je m'arrêtai. Mon cœur battait dans ma gorge. Je me retournai lentement. De quoi tu parles? Il tenait une liasse de papier en l'air. Ça ressemblait à un contrat officiel avec des tampons et des signatures en attente. Nous avons un avocat, Maître Gomez. Ce document transfère le titre de propriété de ton Pantouse à une fiducie familiale avec Paola comme bénéficiaire principale et nous comme administrateurs. Toi, tu gardes la dette de l'hypothèque à ton nom, bien sûr, pour ne pas affecter le crédit de la famille, mais la maison devient à tout le monde. Tu es fou, murmurai-je. Je ne signerai jamais ça. C'est un suicide financier. Si tu ne signes pas, dit-il en faisant un pas vers moi, son ombre longue et déformée se projetant sur le parquet, nous te poursuivrons. Me poursuivre? Je laissai échapper un rire incrédule, presque hystérique, qui rebondit sur les murs décorés de photos où Paola apparaissait toujours en train de sourire et moi dans un coin. Pourquoi? Pour être propriétaire de ma propre maison. Pour travailler? Il y a une loi contre le succès que je ne connais pas. Pour fraude, abus de confiance et enrichissement illégal, dit-il avec un calme glacé, en récitant des termes juridiques qu'il avait sûrement mémorisés cet après-midi-là. Nous allons dire au juge civil que l'argent de l'apport, ces 4 000 $, c'est nous qui te les avons donnés en liquide. Que c'était un prêt familial avec la condition que la propriété serve au bien-être de tous, et qu'on avait un accord verbal selon lequel la propriété était un bien commun de la famille Valenzuela. C'est un mensonge. Je sentis un vide dans l'estomac, comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. L'air de la pièce devint lourd. Vous ne m'avez pas donné un seul dollar, ni pour l'université, ni pour la voiture, ni pour la maison. J'ai tout payé. J'ai mangé du thon et du riz pendant 2 ans pour économiser cet argent. C'est ta parole contre la nôtre, intervint maman en se levant pour se mettre à côté de papa, les bras croisés, se serrant les rangs. Son visage n'avait plus de douceur, seulement une détermination froide et impitoyable. C'était la lionne qui défend son petit favori, prête à dévorer l'autre pour qu'il survive. Et nous avons des témoins. Tes oncles, tes cousins, tout le monde sait qu'on t'a aidé. Tout le monde témoignera en notre faveur. Tout le monde dira ce qu'on leur dira de dire, parce que, ils comprennent la valeur de la famille. Je regardais Paola. Elle souriait légèrement derrière son verre d'eau. Un sourire de triomphe enfantin. La méthode ne l'intéressait pas, seulement le résultat. Elle se fichait de détruire sa sœur si ça lui garantissait son fresh start. C'était un piège parfait. S'ils allaient au tribunal, ils pourraient demander des mesures conservatoires. Ils gèleraient mes biens. Ils mettraient une note au registre public de la propriété, m'empêchant de vendre ou de refinancer. Ils saliraient ma réputation professionnelle. Dans mon monde, le monde de la finance et de l'audit, la confiance est tout. Juste la rumeur d'une plainte pour fraude familiale pourrait me coûter ma licence de comptable et mon poste dans le cabinet. Personne n'embauche une auditrice accusée d'arnaquer ses propres parents. Les signes, dit papa en poussant le papier vers moi sur la table, en le faisant glisser comme si c'était une condamnation à mort. Ou on t'emmène en justice, on te prend la maison de toute façon au tribunal, on te laisse ruiné et sans famille. Tu as 48 heures pour y réfléchir. Mardi matin, si je n'ai pas ce papier signé, Maître Gomez dépose la plainte. Je sortis de cette maison en ayant l'impression que l'air me manquait, comme si l'atmosphère de la ville de Mexico s'était transformée en plomb pur. Je ne me mis pas à courir parce que ma dignité était la seule chose qui me restait intacte, et je n'allais pas leur donner le plaisir de me voir fuir, mais mes pas étaient rapides, frappant le trottoir irrégulier de la rue avec colère. Je montai dans ma voiture,
verrouillé les portes d'un geste sec, et seulement à ce moment-là, enfermé dans ma petite bulle de métal, de verre et de cuir, je me permis de crier. Ce fut un cri guttural, primitif, qui me déchira la gorge. Un cri de trahison pure. Je frappai le volant 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce que mes paumes brûlent et que le klaxon sonne, faisant sursauter un chien errant. Je conduisis de retour à Santa Fe en mode pilote automatique mental. Les lumières de la ville passaient comme des traînées de néon déformées par les larmes que je refusais de laisser couler. Comment pouvaient-ils me faire ça? Mes propres parents. Mentir devant un juge, détruire ma carrière, commettre un faux témoignage, juste pour donner un caprice de plus à Paola. Je ne valais donc rien pour eux. Je n'étais qu'une ressource, pas une personne. Quand j'arrivais à mon appartement, il ne ressemblait plus à un sanctuaire, il paraissait froid, exposé. Il ressemblait à une scène de crime où la victime était toute ma vie. Je traversais le salon en allumant toutes les lumières, essayant de chasser les ombres. Je me servis un verre de vin, mes mains tremblant tellement que j'en renversais un peu sur le plan de travail en marbre immaculé. La tache rouge s'étendit comme une plaie ouverte. Je la nettoyais frénétiquement, presque de façon obsessionnelle, frottant jusqu'à ce que la pierre brille. 48 heures, murmurai-je dans le vide. J'ai 48 heures avant que mon propre père ne me déclare la guerre nucléaire. Mon téléphone, que j'avais jeté sur le canapé, se remit à vibrer et à s'illuminer. Ce n'étaient pas des appels, c'étaient des notifications, une après l'autre. Pigne, pigne, pigne. Comme des tirs dans l'obscurité. Avec un mauvais pressentiment, je le pris. J'ouvris Facebook. Là, c'était une publication de Paola, postée il y a à peine 20 minutes, taguant mes parents et la moitié de la famille élargie. C'était une photo d'elle en train de pleurer, un selfie très bien éclairé, une main sur son ventre et l'autre essuyant une larme. Le texte disait: Parfois, c'est la famille qui te fait le plus de mal. Je n'aurais jamais pensé vivre ça. Aujourd'hui, ma propre sœur, que j'ai toujours admirée, nous a fermé la porte au nez, à moi et à mon bébé pas encore né. Elle vit dans un palais d'or à Santa Fe, avec des chambres vides. Et quand je lui ai demandé de l'aide parce que je me retrouvais sans maison pour des raisons indépendantes de ma volonté, elle m'a dit d'aller dans un refuge. Elle m'a dit que mon fils n'était pas son problème. Je ne peux pas croire que le sang se transforme en eau à cause de l'argent et de l'ambition. Priez pour nous. Nous sommes désespérés et le cœur brisé. Nous voulons juste un toit. Je sentis la bile monter dans ma gorge. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Elle mélangeait des demi-vérités avec des mensonges flagrants pour dessiner une image où moi j'étais la méchante de telenovela et elle l'héroïne qui souffre. Sous la photo de Paola, les commentaires s'accumulaient comme des déchets toxiques, se multipliant chaque seconde. C'était un lynchage digital en temps réel. Tati Martha. Quelle horreur. J'ai toujours su qu'Elena était prétentieuse et arrogante depuis qu'elle a commencé à gagner de l'argent. Elle se croit meilleure que nous. Ne t'inquiète pas, ma fille. Dieu pourvoira et punira les avares. Cousin Beto. Elle n'a pas de cœur. Avec ce qu'elle gagne, elle n'aide même pas son propre sang, elle devrait avoir honte. Si je la vois, je lui dirai ces 4 vérités en face. Belle-mère de Paola. Pauvre petit ange, le karma existe, et la note lui arrivera. Ami de la famille. Quelle déception avec Elena, elle avait l'air d'une si bonne fille. L'argent corrompt l'âme. C'était une campagne de discrédit coordonnée. Les singes volants, un terme que j'avais appris en thérapie pour décrire les alliés du narcissique, étaient à l'attaque, lançant des pierres sans connaître la vérité. Ils voulaient me briser émotionnellement. Ils voulaient que la pression sociale et la honte soient tellement insupportables que je signe la cession de droit juste pour que ça s'arrête, juste pour qu'ils arrêtent de me regarder comme un monstre. Mon téléphone sonna. C'était tante Martha. Bloqué. Il sonna encore, cousin Beto. Bloqué. Un message WhatsApp d'un numéro inconnu, égoïste. Bloqué. J'éteignis le téléphone et le lançai à l'autre bout du canapé. Je me sentais sale, petite. Je me sentais comme cette petite fille de 10 ans qu'on engueulait parce qu'elle ne voulait pas prêter sa poupée neuve à Paola, qui la cassait toujours 5 minutes après. Je m'assis par terre dans le salon, en serrant mes genoux contre ma poitrine, me balançant doucement. Le doute, insidieux comme un serpent, commença à me chuchoter à l'oreille. Et s'ils avaient raison? Et si je suis égoïste? J'ai 3 chambres. Elle n'a rien.
C'est ma sœur. Peut-être que je devrais céder. Peut-être que l'argent m'a rendu dur. Peut-être que je devrais signer et en finir. Je regardais autour de mon appartement. Les ombres de la nuit s'allongeaient. Tout ce que j'avais construit me sembla soudain fragile. À quoi sert le succès si tu finis par être la méchante dans l'histoire de tout le monde? Non, dis-je à voix haute, ma voix brisant le silence et rebondissant sur les murs vides. Je ne suis pas égoïste, je suis juste. Je ne vais pas les laisser me manipuler encore une fois. Je me levai, porté par une nouvelle vague d'énergie, un mélange de rage et de détermination froide. Je marchai vers mon bureau. J'allumai la lumière blanche et vive du bureau. Cette lumière n'était pas faite pour pleurer, elle était faite pour travailler. Je regardai l'étagère du haut. Elle était là, couverte d'une fine couche de poussière parce que je la sortais rarement, cachée derrière des manuels d'impôts dépassés. La chemise noire. Mon esprit repartit dans le passé, à la naissance de cet objet. Tout avait commencé quand j'avais 16 ans. Papa m'avait promis une voiture d'occasion, une vieille Chevy, si j'avais des 10 dixièmes toute l'année à l'école. Je m'étais tué à étudier. J'avais sacrifié des fêtes, des sorties au cinéma, des heures de sommeil. Je m'étais transformé en ermite des livres. J'avais obtenu les notes parfaites. Quand je suis arrivé avec mon bulletin, brillante de fierté, en attendant mes clés, il a ri en regardant le match de foot. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Je n'ai pas d'argent pour une voiture, Elena. C'était une blague pour te motiver. Tu devrais me remercier de t'avoir poussé à étudier. Les études sont leur propre récompense. J'ai pleuré toute la nuit, mais le pire est arrivé la semaine suivante. Il a acheté à Paola, qui avait raté 2 matières et avait séché la moitié du semestre, un scooter neuf rose parce qu'elle était déprimée et avait besoin de se remonter le moral. La pauvre, elle fait des efforts. Elle a besoin d'un encouragement, disait maman. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi, et quelque chose de nouveau est né. Mon innocence est morte, et mon instinct de survie est né. J'ai appris 2 leçons brutales qui ont défini ma vie d'adulte. La parole de mes parents ne valait rien. Leur promesse était de la fumer. Leur affection était transactionnelle. Et j'avais besoin de preuves pour tout. Si ce n'était pas écrit, ça n'existait pas. S'il n'y avait pas de reçu, ce n'était pas arrivé. À partir de ce jour-là, j'ai tout gardé. Chaque cadeau d'anniversaire promis mais jamais offert, chaque dollar que je leur prêtais et, quand j'ai commencé à travailler, chaque document financier. Je sortis la chemise. Elle était lourde, dense. À l'intérieur, il y avait l'histoire de ma vie financière, la chronique de ma survie. C'était mon musée de douleur, documenté en factures et relevés de comptes. Je l'ouvris sur le bureau. L'odeur de papier ancien, d'encre et de plastique de protection des documents me calma aussitôt. C'était l'odeur de la réalité, l'odeur de la vérité objective. Ils veulent jouer aux avocats, murmurai-je en tournant les pages avec des doigts fermes. Ils veulent parler d'accords verbaux et de faux témoins. On va voir ce que dit le papier. Mes doigts s'arrêtèrent sur la section intitulée « Propriété Santa Fe ». Virement bancaire, 84 000 $ américains. Date, 15 mars 2021. Expéditeur, Elena Valenzuela. Origine, fonds d'investissement personnel et économie de 10 ans. Motif, apport appartement. Et en dessous, le joyau de la couronne. Le document qu'ils avaient oublié qu'il existait. Là, il y avait l'annexe B de l'acte notarié. Lettre notariée le jour de l'achat. Les époux Rogelio Valenzuela et Lourdes de Valenzuela, présents à cet acte, déclarent, sous serment de dire la vérité, qu'ils n'apportent aucune ressource économique à cette transaction et renoncent à tout intérêt présent ou futur sur le bien immobilier, reconnaissant Elena Valenzuela comme unique propriétaire et source des fonds. Je me souviens du jour où ils ont signé ça. Ils ne l'ont pas fait par générosité, mais par peur. À cette époque, papa avait un problème avec le fisc pour des revenus non déclarés. Il paniquait à l'idée que, si son nom apparaissait lié à n'importe quelle nouvelle propriété, il lui fasse un audit. Ne me mets sur rien, Elena, m'avait-il dit en transpirant. Que ce soit clair que c'est à toi. Je ne veux pas d'histoire avec le fisc. Leur propre avarice et leur lâcheté d'il y a 3 ans devenaient maintenant mon bouclier impénétrable. Ils avaient signé leur propre renonciation pour se sauver la peau à l'époque, et maintenant ils voulaient réécrire l'histoire. Tout était là, noir sur blanc, signé et tamponné avec le sceau holographique du notaire, mais quelque chose ne collait pas.
Je refermai la chemise un moment et regardai par la fenêtre vers l'obscurité. Mon esprit d'auditrice se mit à tourner. Si ce n'était qu'une question de cupidité, si ce n'était que Paola qui voulait capricer, il me demanderait de l'argent, il me demanderait de payer le loyer d'un autre endroit. Mais il ne voulait pas seulement le titre de propriété, il voulait l'actif, et il le voulait tout de suite, en 48 heures. Pourquoi autant d'urgence? Pourquoi la menace nucléaire d'une plainte qui détruirait notre relation pour toujours? Rogelio est orgueilleux, oui, mais il est aussi lâche. Une plainte publique expose la famille au regard des autres. Il déteste que les gens parlent mal des Valenzuela. Se risquer à un procès public n'avait pas de sens, à moins que l'alternative soit pire. À moins qu'il ne soit désespéré. J'avais besoin de savoir pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi autant de désespoir? La cupidité de Paola était normale, c'était son état naturel, mais le désespoir de mes parents, au point de menacer leur fille aînée de prison, ça, c'était nouveau. Il devait y avoir quelque chose de plus, un motif caché, une bombe à retardement qui faisait tic-tac et que je n'entendais pas. Je m'assis devant mon ordinateur. Il était 2 heures du matin. Je suis comptable et auditrice forensique. Suivre les traces de l'argent, trouver les cadavres financiers enterrés, c'est ce que je fais mieux que personne. C'est mon super pouvoir. Voyons ce qu'il cache, dis-je en craquant mes doigts, et je me mis à taper. Le lendemain matin, mes yeux brûlaient comme si j'avais du sable sous les paupières, mais mon esprit était clair et froid comme un diamant fraîchement taillé. Je n'avais pas dormi une minute, mais l'adrénaline qui circulait dans mes veines valait mieux que n'importe quel expresso. À 9 heures pile, j'étais à la réception du cabinet Barros y Associado, situé dans une des tours les plus hautes de Reforma. Maître Patricia Barros était une légende en ville, une femme d'environ 50 ans, élégante, avec une chevelure grise impeccable, connue pour manger des hommes d'affaires au petit déjeuner et recracher leurs os avant le déjeuner. Elle avait travaillé avec mon cabinet sur un audit l'année dernière, et je savais que c'était la meilleure et la plus impitoyable. « Elena » dit-elle en venant m'accueillir et en m'invitant à entrer dans son bureau en verre avec vue sur l'Ange de l'Indépendance. « Tu as une tête affreuse, ma chère. Mais j'ai lu ton mail de la nuit. Si ce que tu dis est vrai et te connaissant, je sais que c'est vrai, tes parents ne sont pas seulement immoraux, ils sont stupides et dangereux. » « C'est vrai, maître, dis-je, ma voix rauque à cause de la fatigue et de l'émotion contenue. Je posai la chemise noire sur son bureau en verre trempé avec un bruit sourd. Voilà la preuve que j'ai tout payé. L'origine des fonds vient à 100% de mon salaire et de mes investissements. Mais j'ai besoin que vous voyiez ce que j'ai trouvé cette nuit. J'ouvris mon ordinateur portable et le tournai vers elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en ajustant ses lunettes. J'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai audité ma famille. Comme comptable de la famille dans le passé, avant que je ne prenne de la distance et des limites saines, j'avais accès à certains anciens dossiers fiscaux. Je connaissais leurs numéros fiscaux et, malheureusement pour eux, je savais qu'ils ne changeaient jamais leur mot de passe parce que la technologie les dépassait. Ils utilisaient le même mot de passe pour tout, la date de naissance de Paola, bien sûr. J'ai fait une recherche exhaustive au bureau de crédit et au registre public de la propriété. Ce que j'ai trouvé m'a donné la nausée, un mélange de dégoût et d'horreur. Regardez ça. Je pointai l'écran avec un doigt qui, pour la première fois depuis des heures, ne tremblait plus. Maître Barros ajusta ses lunettes à monture rouge et se pencha vers l'écran, fronçant les sourcils. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. « C'est un champ de bataille. » Le rapport de crédit de Paola était une carte de dévastation financière, un monument au consumérisme irresponsable. 3 cartes de crédit au plafond, dépassées au-dessus de la limite. Des prêts personnels sur salaire, avec des taux d'intérêt prédateurs de 80% par an, des dettes avec des magasins de luxe, Palacio de Hierro, Liverpool, pour des sacs et des chaussures qui ne devaient plus rien valoir ou qu'elle avait déjà perdu. Un crédit auto en défaut. Le dette personnelle totale de Paola, 68 000 $, dis-je. Et ça, c'est seulement ce qui est déclaré. Je suis sûr qu'elle doit aussi à des prêteurs informels. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un sans revenu, commenta Barros. Mais ça n'explique pas pourquoi tes parents sont désespérés. Ils pourraient la laisser se déclarer en faillite. Exactement. J'acquiesçai. C'est ce que j'ai pensé aussi. Jusqu'à ce que je regarde mes parents. Je cliquai sur l'onglet suivant. Le rapport de Rogelio est lourd. Ils ont hypothéqué leur maison, dit Barros en lisant le document officiel du registre public, sa voix baissant d'un ton.
Une deuxième hypothèque. Contractée il y a à peine 11 mois, avec une société de crédit non bancaire, de celles qui prêtent vite sans poser trop de questions, mais qui te prennent ton âme, complété jeu, sentant dans ma bouche le goût métallique de la trahison. Pour 125 000 $. Pourquoi ils avaient besoin de tant d'argent, demanda Barros. Je suppose que c'était pour payer un premier tour de dette de Paola, ou peut-être les dettes de jeu de Roré, ou pour garder leur style de vie de gens riches quand la pension de papa ne suffisait plus. Mais regardez le statut actuel, regardez la date du dernier paiement. Barros baissa les yeux vers la ligne rouge clignotante à l'écran. En retard. Crédit en défaut. Avis de début de procédure d'exécution hypothécaire émis il y a 15 jours, lut-elle à voix haute. Elle enleva ses lunettes et me regarda. Je vis, pour la première fois, une étincelle de vraie compassion, presque maternelle, dans ses yeux de requin. Helena, tes parents sont en faillite. Techniquement, ils ne sont déjà plus propriétaires de leur maison. La banque est à quelques jours, peut-être semaines, de la leur reprendre. Je me laissai tomber contre le dossier de la chaise. Tout s'emboîtait. Le dîner, l'urgence, la menace, les larmes de maman. Elle ne pleurait pas pour le venir de Paola. Elle pleurait parce qu'elle était sur le point de perdre son propre toit. Mais attendez, dit Barros, s'ils doivent 125 000, plus les 68 000 de Paola, ça fait presque 200 000 $. C'est beaucoup d'argent, mais... Non, maître. Faites le calcul complet. Je me levai et marchai vers le tableau blanc de son bureau. J'avais besoin de le voir en grand. J'avais besoin que l'ampleur du vol soit claire. Je pris un marqueur rouge. L'odeur d'alcool du marqueur me monta au nez. J'écrivis les montants avec rage. Dette actuelle de Paola, 68 000. Deuxième hypothèque de papa, 125 000. Intérêt de retard, pénalité légale et frais de recouvrement de la deuxième hypothèque, 15 000. Solde de l'hypothèque originale de la maison de papa, 160 000. Je tirai un trait en dessous et fis la somme. Total nécessaire pour tout régler et sauver la maison de mes parents, 368 000 ou 370 000 $. Je me tournai vers l'avocate en laissant tomber le marqueur, qui tomba au sol dans un clic sec. Vous savez combien vaut mon pantouse sur le marché actuel, maître? Après la plus-value de ces 3 dernières années et les améliorations que j'ai faites? Barros hocha la tête lentement, comprenant où je voulais en venir. Son esprit juridique avait déjà connecté les points. Elle n'avait pas besoin de calculatrice. Le marché à Santa Fe a monté. Ton appartement doit valoir autour de 480 000 $, moins les 310 000 que tu dois encore à la banque d'hypothèque. Il me reste environ 370 000 de capital net, terminé-je. Exactement la somme dont ils ont besoin. C'est presque poétique, non? Mon Dieu, murmura Barros. Exactement, dis-je en sentant ma voix se briser, non pas de tristesse, mais à cause de la brutalité de la révélation pure. J'avais mal physiquement à la poitrine. Ils ne veulent pas la maison pour que Paola y vive. Ça, c'est l'histoire pour attendrir. C'est l'appât émotionnel. Ils veulent que je leur cède le titre pour pouvoir demander un prêt relais sur ma maison en utilisant mon capital comme garantie. Ou pire, ils comptent la vendre dans 6 mois, en disant que je n'ai pas payé ou que la fiducie a décidé de liquider l'actif. Ils vendent ma maison, paient leurs dettes, paient les dettes de Paola, sauvent leur maison, et moi je me retrouve à la rue avec mon crédit détruit et plus rien. Je n'étais pas une fille pour eux, je n'étais pas leur sang. Je n'étais pas Helena, la petite qui obtenait de bonnes notes. J'étais un plan de sauvetage financier. J'étais un actif qu'on peut liquider. J'étais un fonds d'urgence sur pattes, qui grossissait depuis des années, en attendant qu'on casse la tirelire. Et ils allaient me sacrifier, dis-je en regardant Barros. Et ils allaient brûler ma vie pour rester au chaud un moment de plus. Maître Barros referma la chemise avec un coup sec qui résonna comme un coup de feu dans le bureau silencieux. Elle se leva et lissa sa jupe. Son visage s'était durci, se transformant de conseillère aimable en guerrière procédurière. Bien. Maintenant, nous avons le mobile du crime, et nous avons les preuves. Ils t'ont menacé de t'attaquer en justice dans 48 heures si tu ne signais pas, n'est-ce pas? Oui. Ils ont dit qu'ils allaient me détruire, qu'ils avaient des faux témoins. Nous n'allons pas attendre qu'ils tirent les premiers. Nous n'allons pas jouer en défense. En guerre, et dans les litiges familiaux, celui qui frappe en premier frappe 2 fois.
Elle appuya sur l'interphone de son téléphone avec un doigt parfaitement manucuré. Sonia, annule mes rendez-vous du matin et fais venir un notaire en urgence. Nous allons rédiger une demande déclarative de propriété, une demande de mesures conservatoires pour blinder l'immeuble, et une contre-plainte pour tentative de fraude, extorsion et abus de confiance. Elle me regarda avec un sourire féroce. Le sourire de quelqu'un qui sait qu'il a la main gagnante dans une partie de poker où l'autre bluffe avec des cartes vides. « Tu es prête à perdre ta famille, Elena ?» demanda-t-elle doucement. « Parce qu'après ce qu'on va faire aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière, pas de dîner de Noël, pas de réconciliation. Une fois qu'on montrera ces cartes, ce sera la guerre totale. » Je pensais au dîner de la veille, au sourire prétentieux de Paola en m'appelant égoïste, au regard froid de mon père en me menaçant de tout me prendre. Je pensais aux années de travail jusqu'à tard, en mangeant du thon en conserve pour économiser, pendant que partais en vacances à Cancun avec mon argent émotionnel. Je regardais le tableau avec les 370 000 écrits en rouge. C'était le prix de leur amour. Cette famille était perdue depuis longtemps, maître, dis-je en essuyant une larme solitaire qui venait de s'échapper. Sauf que je ne m'en étais pas rendu compte avant de voir l'étiquette du prix. Je respirais profondément. L'air n'avait jamais semblé aussi pur. Faites-le. Détruisez-les. Parfait, dit Barros. Nous allons les convoquer ici. Demain même, nous leur dirons que tu es prête à négocier. Qu'ils amènent leur avocat. Je veux voir leur tête quand on leur mettra le miroir devant le visage. Les 24 heures suivantes ne furent pas du temps, mais une sorte de substance noire et visqueuse à travers laquelle je devais nager pour ne pas me noyer. Je sortis du bureau de maître Barros avec un dossier rempli de dynamite, mais mon cœur se sentait en plomb. Je ne retournais pas au travail. Je ne pouvais pas m'asseoir devant un tableau Excel et faire semblant que le monde était normal alors que j'étais sur le point d'exécuter, métaphoriquement, mes propres parents. Je rentrais chez moi, à Montpentouse, cet endroit qui, désormais, ressemblait moins à un foyer et plus au champ de bataille pour lequel nous allions nous battre. Je me servis un verre de vin, mais je ne le bus pas. Je le tins simplement, en regardant le liquide rouge attraper la lumière du coucher de soleil. Mon téléphone était une brique silencieuse sur la table. J'avais coupé toutes les notifications, mais je sentais les vibrations fantômes des appels de ma mère, des messages de haine de mes oncles. Je savais qu'ils étaient là, s'accumulant comme des vautours qui attendent la carcasse. À 20 heures, je rédigeais le message. Barros m'avait guidé pour chaque mot. Il devait être précis, froid, sans émotion pouvant être utilisé contre moi. J'ouvris le chat avec mon père. Sa dernière connexion datait de 10 minutes. Il m'attendait probablement, en se frottant les mains, convaincu que la peur me ferait plier. J'écrivis. Papa. Je ne vais pas signer ta cession de droit, mais je suis prête à en finir une bonne fois pour toutes. Parlons demain à 10 heures, au bureau de mon avocate, à Tor Reforma. Amenez votre représentant légal, maître Gomez, parce que nous allons formaliser la situation de la propriété. Si vous ne venez pas, à 10h30, nous déposerons une plainte civile et pénale au parquet. C'est la seule opportunité de régler ça en dehors des tribunaux. Je relus le message 3 fois. Mon doigt tremblait au-dessus du bouton « Envoyer ». C'était le point de non-retour. Une fois partie, la petite fille qui cherchait l'approbation de papa mourait pour toujours. « Fais-le, Elena » me dis-je à voix haute. Ma voix avait un son étrange dans l'appartement vide. J'appuyai sur « Envoyer ». La réponse arriva 2 minutes plus tard. Un simple emoji, signe pouce vers le haut. Ce pouce levé me donna envie de vomir. Il était tellement arrogant, tellement sûr de lui. Il pensait que, formaliser la situation, voulait dire que je m'étais rendu. Il pensait que la mention de la plainte pénale était un bluff, un dernier geste dramatique d'une noyée. Pauvre Elena, elle est toujours dramatique, mais au final, elle obéit toujours, a-t-il sûrement pensé. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je passais des heures à marcher dans mon appartement, en touchant les murs. J'allais dans la chambre d'amis, celle qu'il voulait pour le bébé de Paola. Je m'imaginais ma sœur là, en train de jeter ses vêtements chers par terre, en critiquant ma décoration pendant que moi je paierais ses factures et me ratatinerais dans mon propre espace. Je m'imaginais mes parents vendant ma maison quelques mois plus tard, me laissant à la rue. La colère est un carburant puissant, mais la tristesse est un poison lent. Je pleurais. Oui, je l'admets. Je pleurais recroquevillé sur le sol de ma salle de bain.
Je pleurais pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue et pour celle que j'allais perdre officiellement. Je pleurais parce que malgré tout, une partie stupide de moi voulait encore que ma mère m'embrasse et me dise que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais quand le soleil se leva sur Santa Fe, illuminant les gratte-ciel d'un ton doré, je me levai, je me lavai le visage à l'eau froide, je me regardai dans le miroir. Mes yeux étaient gonflés, mais ma mâchoire était serrée. « Tu n'es plus leur fille, dis-je à mon reflet. Oh, aujourd'hui, tu es l'auditrice. Aujourd'hui, tu es la propriétaire. Aujourd'hui, tu es le bourreau. » Je m'habillai avec mon armure de guerre. Je ne choisis pas une robe. Je choisis mon tailleur bleu marine le plus affûté, celui que je porte pour les réunions avec les directeurs financiers difficiles. Je mis un chemisier en soie blanche impeccable et mes escarpins noirs à talons aiguilles, ceux qui font ce son autoritaire de « clac-clac » sur le marbre. Je me maquillai avec une précision chirurgicale. Anti-cerne pour les poches sous les yeux, contour pour affiner mes traits, et pas de mascara sur les cils du bas, au cas où. J'arrivai au bureau de Barros à 9h30. Elle était là, impeccable comme toujours, en train de revoir les 3 dossiers que nous avions préparés. Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C, dit-elle en montrant les chemises sur la table en acajou, la sainte trinité de la destruction légale. « Tu crois qu'ils viendront ?» demandai-je, ma voix sonnant plus ferme que je ne me sentais. « Oh, ils viendront » sourit Barros, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ils viennent chercher leur trophée. Ils pensent que tu vas signer la reddition. L'arrogance est leur faiblesse, Helena. Ils n'imaginent pas une seconde que la gentille fille a des dents. » Nous nous assîmes pour attendre. La salle de réunion était une boîte de verre avec vue sur la ville, froide, intimidante. La clim ronronnait doucement. À 10h pile, la réceptionniste appela. « Maître, les époux Valenzuela sont là. »« Faites-les attendre 10 minutes, » ordonna Barros sans lever les yeux de ses papiers. « Et qu'ils transpirent un peu. » Ces 10 minutes furent les plus longues de ma vie. Je pouvais imaginer papa en bas, en train de regarder sa montre, indigné par ce manque de respect. Je pouvais imaginer Paola en train de souffler d'agacement. Finalement, la porte s'ouvrit, et le cirque entra en scène. Les voir entrer, c'était comme voir une pièce mal jouée où les acteurs ignorent que le public connaît déjà la fin. Rogelio entra le premier. Il marchait la poitrine gonflée comme un paon. Il portait son meilleur costume, un gris anthracite que je reconnaissais de ma remise de diplôme 10 ans plus tôt. De loin, il avait l'air correct, mais quand il s'approcha, la lumière crue de la salle de réunion révéla la vérité, le col de la chemise était usé, les poignets effilochés, et il y avait une petite tache de café, presque invisible, sur le revers. Il essayait de projeter de la puissance, mais il puait la naphtaline et le désespoir. Lourde, ma mère, suivait derrière. Elle portait son sac, Louis Vuitton. Je savais qu'il était faux. C'est moi qui le lui avais acheté au marché des contrefaçons, parce qu'elle me l'avait demandé, mais elle le portait comme si c'était le Saint Graal. Elle marchait la tête un peu baissée, mais ses yeux scrutaient la pièce, calculant le prix des meubles, évaluant le niveau de menace. Puis Paola entra comme si elle était la propriétaire de l'immeuble. Elle portait d'énormes lunettes de soleil, sombres et ridicules pour être à l'intérieur. Elle les retira d'un geste théâtral en voyant la vue panoramique. Elle mâchait un chewing-gum la bouche ouverte, un tic nerveux qu'elle avait toujours quand elle se sentait supérieure. Son ventre de 7 mois menait la marche. Elle portait une robe moulante qui criait « Regardez-moi, je suis fertile, je suis sacré ». Derrière eux, traînant les pieds, venait Maître Gomez. Si le bureau de Barros était un bloc opératoire moderne et stérile, Gomez était un guérisseur de ruelles. Son costume était trop grand, brillant au coude à force d'usure, et son porte-documents en simili-cuir s'effritait sur les bords. Il transpirait à grosses gouttes, en s'essuyant le front avec un mouchoir froissé. « Bonjour », dit Barros sans se lever. Sa voix claqua comme un fouet sec. « Nous sommes là », annonça papa, en ignorant le salut. Il posa sa mallette sur la table avec un grand bruit pour marquer son territoire. « J'espère qu'il y a du café. » Le trafic était infernal. « Là, asseyez-vous », dit Barros, en ignorant la demande de café. Elle désigna les chaises de l'autre côté de la table. La disposition était claire, nous contre eux. Ils s'assirent. On entendit le bruit des chaises qu'on traîne, des soupirs lourds, et le son humide du chewing-gum de Paola. « Je suis contente que tu sois revenue à la raison, ma fille, dit papa en me regardant avec un sourire qui voulait être bienveillant, mais qui ressemblait à la grimace d'un requin.
Tu nous as évité un scandale public. Je savais qu'au fond, tu es une bonne fille. Je savais que la famille passe avant tout pour toi. Au final, le sang parle, pas vrai? Je ne dis rien, je le regardais juste dans les yeux. Je gardais le contact visuel jusqu'à ce qu'il cligne des yeux et regarde ailleurs. Mon silence remplit la pièce, dense, lourd, absorbant sa fausse confiance. Bien, allons droit au but, dit Maître Gomez en essayant de prendre la main. Il ouvrit sa chemise de documents en désordre, sortant des feuilles qui semblaient avoir été imprimées sur une vieille imprimante à court d'encre. Nous avons ici l'accord de cession de droit irrévocable dont nous avons parlé. C'est un document standard, très généreux vu les circonstances. Gomez toussa et commença à lire, en trébuchant sur les termes juridiques. En résumé, Mademoiselle Elena Valenzuela transfère la nue propriété du bien situé à Santa Fe à une fiducie familiale contrôlée et administrée exclusivement par Monsieur Rogelio Valenzuela. Un usufruit viager gratuit est établi en faveur de Madame Paola Valenzuela et de sa descendance. En échange, Gomez fit une pause dramatique. Les parents, dans un acte de grande magnanimité, s'engagent à ne pas entamer d'action civile ou pénale pour récupérer les 4000 $ initiaux qu'ils lui ont prêtés de bonne foi pour l'achat d'origine. Paola sourit avec suffisance en regardant ses ongles. « Et je veux que ce soit clair, interrompit papa, qu'Elena pourra nous rendre visite, avec un préavis, bien sûr. On ne veut pas déranger la routine du bébé. » Barros laissa échapper un rire. Un son court, sec, brutal, comme le craquement d'un os qu'on brise. « Vous avez une sacrée imagination, dit-elle en s'adossant à son fauteuil ergonomique en cuir. Vous devriez écrire des scénarios de telenovela bon marché. Vous avez du talent pour la fiction. Maître Gomez cligna des yeux, confus. Le sourire de Paola vacilla. Rogelio fronça les sourcils. « Pardon, dit Gomez. Nous sommes venus pour signer. Votre cliente a dit qu'elle voulait formaliser. J'ai dit que je voulais formaliser la situation, intervins-je pour la première fois. Ma voix sonna calme, trop calme. C'était la voix que j'utilisais quand je découvrais un détournement de fonds de plusieurs millions dans un audit. Mais nous n'allons pas signer cette ordure. Ce papier ne sert même pas à emballer du poisson pourri. Elena, cria maman, choquée. Un peu de respect. Nous sommes généreux avec toi. Nous te pardonnons la dette. Il n'y a aucune dette à pardonner, maman, dis-je doucement. Et nous ne sommes pas là pour négocier ma reddition. Nous sommes ici pour vous offrir une sortie. Une unique chance de sortir de cet immeuble avec un peu de dignité intacte avant qu'on vous détruise. Rogelio devint rouge violacé. Les veines de son cou se gonflèrent dangereusement. Et écoute-moi bien, petite ingrate, gronda-t-il en frappant la table. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Je suis ton père. C'est moi qui t'ai faite, et je peux te défaire. Si tu ne signes pas tout de suite, je te jure que... Non, écoutez-vous. Barros éleva la voix. Elle ne cria pas, mais projeta sa voix avec l'autorité de 30 ans de procès contre des prédateurs corporatifs. Le son résonna sur les parois de verre, et Rogelio se tut net, comme s'il avait reçu une gifle. Si vous haussez encore la voix dans mon bureau, j'appelle la sécurité pour qu'ils vous sortent en vous traînant. Le silence qui suivit fut absolu. À votre demande, continua Barros, en baissant le ton à un niveau conversationnel mais dangereux, repose entièrement sur 2 mensonges, un soi-disant prêt-verbal de 4000 $ et une confiance familiale qui n'existe pas. Vous le savez. Votre avocat, s'il est compétent, sans doute, et Elena le sait. Barros tendit la main et prit la première chemise noire. Nous allons commencer par la vérité. Barros fit glisser la chemise marquée, Exhibit A, sur la table en acajou. Le son du plastique glissant sur le bois poli ressemblait à une guillotine qui tombe. Elle s'arrêta devant Maître Gomez. « Ouvrez-la, maître, ordonna Barros. Gomez, les mains tremblantes, ouvrit la chemise. « Ce que vous avez là, expliqua Barros avec précision clinique, c'est un audit forensique complet des finances d'Elena sur les 10 dernières années. » Et alors, souffla Rogelio sans regarder les documents. N'importe qui peut imprimer des chiffres. Ce ne sont pas juste des chiffres, monsieur Valenzuela, répondit Barros. Nous avons ici les relevés bancaires originaux, certifiés par la banque. Ici, les bulletins de salaire d'Elena depuis qu'elle a commencé comme assistante comptable. Ici, ses primes de productivité. Et là.
Elle montra une colonne surlignée en jaune fluo. Vous avez la traçabilité complète des 84 000 $ de l'apport. Je me penchai vers l'avant. Vous pouvez voir, dis-je, que l'argent vient de mon compte d'investissement numéro 4589, un compte que j'ai ouvert il y a 8 ans. Vous pouvez voir les transferts mensuels automatiques que j'ai faits de mon salaire vers ce compte. Chaque centime a un nom et un prénom, et aucun ne s'appelle Rogelio. Ça peut se fabriquer, insista Paola en se tortillant sur sa chaise. Papa te donnait l'argent en liquide. Tu étais sa préférée. Tout le monde le sait. Tu prenais le cash et tu le déposais à la banque. Ça, c'est du blanchiment, d'ailleurs. Ah, intéressante théorie, Paola, souris-je sans joie. Dommage que le fisc ne soit pas d'accord avec toi. Mais si tu insistes sur l'histoire du liquide. Barros fit glisser la deuxième chemise. L'exhibit B. Le document qui tue le dragon, murmura Barros. Gomez prit le document du dessus. Ses yeux s'ouvrirent en grand en lisant l'entête. Il devint pâle, puis gris. « Qu'est-ce que c'est » demanda maman en remarquant la réaction de l'avocat. « C'est une lettre notariée » lut Gomez, la voix tremblante. « Datée du jour de l'achat du bien. Signée par Rogelio Valenzuela et Lourdes de Valenzuela. » Rogelio fronça les sourcils, confus. Sa mémoire sélective lui faisait défaut. « J'ai signé quoi ? » « Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, papa, dis-je. Il y a 3 ans, quand j'ai acheté l'appartement, tu étais terrorisé parce que tu avais reçu une lettre du fisc pour des divergences de revenus. Tu avais peur que, si ton nom apparaissait lié à n'importe quelle nouvelle propriété, il te fasse un audit et découvre tes revenus non déclarés. Le visage de Rogelio passa du rouge au blanc en une seconde. Il se souvenait. Alors tu m'as obligé à inclure un annexe notarié, continuai-je, implacable. Une déclaration sous serment où toi et maman affirmaient, sous serment de dire la vérité, que vous n'avez apporté aucune ressource économique à cette transaction, que l'argent est à 100% le mien, et que vous renoncez à tout intérêt présent ou futur sur le bien. Vous l'avez fait pour vous protéger du fisc. Et maintenant, intervint Barros, ce document vous empêche de voler votre fille. Un document notarié écrase un accord verbal imaginaire dans n'importe quel tribunal de ce pays. Si vous déposez une plainte disant que vous avez donné l'argent, vous admettez que vous avez commis un faux témoignage dans un document public et une fraude fiscale il y a 3 ans. Ça ne compte pas, balbutia Rogelio. C'était une simple formalité. L'intention était autre. La loi ne juge pas les intentions cachées, monsieur Valenzuela. Elle juge les faits documentés, répondit Barros. Elle referma la chemise avec force. Maître Gomez, vous savez que, si vous présentez une plainte civile qui contredit un document notarié signé par vos propres clients, vous commettez une fraude procédurale. Vous êtes prêt à perdre votre licence pour cette affaire ? Gomez commença à transpirer à grosses gouttes. Il desserra sa cravate, comme si elle l'étranglait. Mes clients ne m'avaient pas informé de l'existence de ce document, dit Gomez en regardant Rogelio avec reproche. Ça change complètement la stratégie légale. Ça change tout, dit Barros. Mais ça, c'est seulement la défense. Ça ne fait que prouver que la maison est à Elena. Nous n'avons pas encore parlé de la raison pour laquelle vous êtes vraiment ici. Un silence tomba, différent cette fois. Ce n'était plus le silence de l'arrogance, c'était le silence de la peur. Paola arrêta de mâcher son chewing-gum. Maman cessa de regarder son sac faux. On sait que ce n'est pas pour le bébé, dis-je. On sait que ce n'est pas pour un fresh start. Arrêtez d'insulter mon intelligence. Bien sûr que si, c'est pour le bébé, tenta Paola, mais sa voix était faible, sans conviction. J'ai besoin d'un toit. Tais-toi, Paola, dis-je. Je ne criais pas. Je laissais simplement tomber les mots comme des pierres. Vous voulez la maison parce que vous êtes désespéré. Vous voulez la maison parce que l'eau vous arrive au cou et que vous avez besoin d'une bouée de sauvetage. Rogelio me regarda. Dans ses yeux, je vis la panique pure. La panique d'un homme qui sait que son secret le plus sombre, le secret de son échec, est sur le point d'être exposé à la lumière. Elena, non, souffla-t-il. C'était la première fois que je l'entendais supplier. Si, papa, dis-je. Parlons chiffres, parlons dettes. Parlons des 370 000. Barros posa la main sur la 3e chemise, la plus épaisse.
L'exhibit C, dit-elle. Vous êtes prêt pour la vérité? Personne ne répondit. L'air dans la pièce était électrique, chargé comme avant la foudre. Barros ouvrit la chemise. Exhibit C n'était pas une simple chemise, c'était une autopsie. L'autopsie de la vie financière des Valenzuela. Barros ne se contentait pas de faire glisser les documents, elle les sortait un par un, les posant sur la table comme des cartes de tarot qui prédisent la ruine. Carte numéro 1. Rapport de crédit spécial de Paola Valenzuela, annonça Barros. Paola se ratatina sur sa chaise. 3 cartes de crédit au plafond. Prêt de salaire en retard. Crédit auto en défaut. Dette totale personnelle, 68 000 $. Maître Gomez regarda Paola. 68 000, demanda-t-il, incrédule. Madame, vous m'aviez parlé de petites dettes de consommation. Ce sont des choses nécessaires, se défendit Paola d'une voix aiguë. Des vêtements pour le travail, la voiture, la vie est chère. Et puis Roré devait payer. Carte numéro 2, interrompit Barros, implacable. Deuxième hypothèque sur la maison familiale des époux Valenzuela. Créancier, Financiera et l'Aguila Real. Date d'ouverture, il y a 11 mois. Montant initial, 125 000 $. Maman laissa échapper un sanglot étouffé et se couvrit le visage avec ses mains. Rogelio fixait la table comme s'il voulait que le bois l'avale. C'était pourquoi, cet argent, papa, demandai-je, même si je connaissais la réponse. C'était pour payer les premières dettes de Paola, les dettes de jeu de Roré, ou pour maintenir les apparences au club de golf? Il ne répondit pas. Son silence était une confession. Et la carte finale, la carte de la mort, dit Barros en sortant un document avec des tampons rouges. Avis de début de procédure d'exécution hypothécaire. Daté d'il y a 15 jours. Barros poussa le document au centre de la table. Vous êtes en retard. Vous n'avez pas payé depuis 4 mois. Les intérêts de retard et les pénalités ont gonflé la dette de cette deuxième hypothèque à presque 140 000 $. Ajouté au solde de l'hypothèque originale, ça fait environ 300 000. Je me levai. J'avais besoin d'occuper l'espace. Je marchai jusqu'au tableau en verre sur le mur latéral de la salle. Je pris un marqueur noir. Le grincement du marqueur sur le verre fut le seul son dans la pièce. J'écrivis les chiffres en grand, énormes, pour qu'ils ne puissent pas détourner les yeux. Dette Paola, 68 000. Dette Rogelio et Lourdes, 300 000. Total, 368 000 au 370 000 $. Je me tournai vers eux. Voilà, dis-je en montrant le nombre. C'est le prix de votre amour. Je retournai à la table et m'appuyai dessus, regardant mon père droit dans ses yeux creusés. Vous ne vouliez pas la maison pour que Paola y vive. C'est un mensonge. Vous vouliez le titre pour aller à la banque. Vous vouliez utiliser ma plus-value, mon equity, qui est curieusement aussi d'environ 370 000 $, pour prendre un prêt relais ou pour vendre ma maison en cachette. On allait te rembourser, murmura maman en pleurant à chaudes larmes. On avait juste besoin de temps. On allait vendre la grande maison après, tranquillement, et on allait te rendre l'argent. On ne voulait pas te voler, Elena. On voulait se sauver. On va se retrouver à la rue. Donc vous avez décidé que c'était mieux que ce soit moi qui me retrouve à la rue, dis-je en sentant une froideur arctique dans ma poitrine. Vous avez décidé de sacrifier la fille qui travaille, celle qui tient tout, pour sauver le bateau que vous avez vous-même coulé avec vos luxes et votre mauvaise gestion. Tu es forte, dit Rogelio. Sa voix n'était qu'un murmure rauque, mais ses mots étaient clairs. Tu retombes toujours sur tes pieds, Elena. Tu es intelligente. Tu aurais pu recommencer. Nous, on est vieux. On ne peut pas repartir de zéro. Paola a le bébé. Ce n'est pas une excuse pour le cannibalisme, criai-je. Ce fut la première fois que j'élevai la voix, et le son résonna dans la pièce. Vous me dévoriez. Vous alliez dévorer 10 ans de mon travail pour boucher vos erreurs. Maître Gomez se leva d'un bond. Sa chaise tomba à la renverse avec fracas. Il était pâle, tremblant. Il regardait les documents sur la table comme si c'étaient des serpents venimeux. C'est vrai, monsieur Valenzuela, demanda Gomez, sa voix aiguë de panique. Vous êtes en exécution hypothécaire? Vous êtes en faillite technique? Rogelio hocha la tête légèrement. Un mouvement presque invisible. Vous m'avez menti,
cria Gomez. Vous m'avez dit que vous étiez solvable. Vous m'avez fait rédiger une plainte basée sur des faits faux. Vous savez ce que ça veut dire? Si j'avais déposé cette plainte en sachant ça, j'aurais été complice de fraude. On pourrait me radier du barreau. Gomez ramassa ses affaires frénétiquement. Il fourra les papiers dans sa mallette n'importe comment, en les froissant. C'est terminé. Je ne touche pas ce dossier, même avec un bâton de 3 mètres. Monsieur Valenzuela, notre relation professionnelle s'arrête ici, et je vais laisser une trace écrite que j'ai démissionné en découvrant la mauvaise foi de mes clients. Trouvez-vous un autre idiot. Gomez, attendez, cria Rogelio en se levant à moitié. Je vous ai payé un acompte. Gardez votre acompte, hurla Gomez depuis la porte. J'en aurai besoin pour payer mon propre avocat si tout ça explose. La porte se ferma brutalement, et alors, l'immeuble s'effondra. Le départ de Gomez fut comme enlever le dernier pilier d'un bâtiment en ruine. Sans la façade légale, sans l'avocat qui validait leurs illusions, il ne restait plus que la réalité nue et laide. Paola fut la première à craquer, mais ce ne fut pas un cri de repentir, c'était un cri de terreur égoïste. L'île est partie, hurla-t-elle en se tenant la tête. L'avocat est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, tu avais dit que ça allait marcher. Tu avais dit qu'Elena allait signer par peur. Tais-toi, Paola, hurla maman. C'était la première fois de ma vie que je voyais Lourdes crier sur sa fille en or. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'était ton père. Moi? Non, rugit Rogelio en frappant la table, même si le coup manquait de force. C'est toi qui as dit, Elena a beaucoup de place. Elena ne nous dit jamais non. C'est toi qui m'as convaincu d'hypothéquer la maison pour donner de l'argent à Roré, parce que tu voulais te vanter au club que ton gendre était un investisseur à succès. À toi et ton orgueil de malheur, répliqua maman, les larmes traçant des lignes dans son maquillage ruiné. Ils se dévoraient entre eux, des rats quittant le navire en se mordant. Je restais à les regarder, fasciné et horrifié. C'était ça, ma famille. Ces personnes-là, pour lesquelles j'avais pleuré la nuit précédente. Ça suffit, dit Barros. Sa voix coupa la dispute comme un couteau. Arrêtez de vous chamailler. Vous faites honte à voir. Ils se turent, haletant. Tous regardèrent Barros, puis moi. Ils se rappelèrent soudain qui avait le pouvoir dans la pièce. Paola se tourna vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts, pleins de larmes. Elle changea de stratégie en une fraction de seconde, passant de l'accusation à la supplication. Elena, petite sœur, commença-t-elle en tendant une main tremblante vers moi. S'il te plaît, oublie ce qu'on a dit. On avait peur. La peur te fait faire des folies. Mais regarde, elle toucha son ventre. C'est ton neveu. C'est ton sang. Tu ne peux pas laisser ce bébé naître dans la rue. Tu ne peux pas nous laisser perdre la maison de notre enfance. Tu dois nous aider. Oui, ma fille, ajouta maman en joignant les mains. S'il te plaît, pardonne-nous. On a fait une horrible erreur, mais on peut arranger ça. Si tu nous aides à refinancer, si tu nous prêtes ton crédit, on te remboursera. Je te jure qu'on te remboursera. Ton père va chercher du travail comme consultant. Moi, je vendrai des gâteaux. On fera tout ce qu'il faut. Je regardais mon père, le grand patriarche. Il était affaissé dans sa chaise, paraissant 10 ans plus vieux qu'en entrant. Il ne me regardait pas. Il regardait ses mains vides sur la table. Papa, demandai-je doucement. Tu n'as rien à dire? Tu veux encore me poursuivre? Il secoua la tête lentement. Non, murmura-t-il. Sa voix était brisée, rauque. Il n'y a plus de plainte. C'est fini. Elena, s'il te plaît, insista Paola, en se levant et en essayant de faire le tour de la table pour m'embrasser. Rentrons à la maison. Allons manger les chilles. Oublions tout ça. Tu es la marraine du bébé. Non, dis-je, en faisant un pas en arrière et en mettant une chaise entre nous. Le refus resta suspendu dans l'air. Quoi, demanda-t-elle, comme si elle ne comprenait pas le mot. Je ne vais pas refinancer. Je ne vais pas vous prêter d'argent. Je ne vais pas mettre ma maison en garantie, et je ne vais certainement pas oublier tout ça. Mais ils vont nous prendre la maison, hurla maman. Dans 2 semaines. Je sais, dis-je. Mais ça me fait mal. Vraiment.
Mais cette maison n'est déjà plus à vous. La banque en est propriétaire, et je ne vais pas jeter ma maison dans le même trou noir pour sauver quelque chose qui est déjà perdu. Tu es un monstre, explosa encore Paola, sa façade de douceur tombant instantanément. J'espère que tu mourras seul avec ton argent. Ça suffit, dis-je en sentant une paix définitive m'envahir. Le temps des cris était terminé. Je sortis le dernier document de ma chemise personnelle. Vous avez 2 options, dis-je. Ma voix était ferme. Option A, vous sortez par cette porte en continuant à crier, et dans 10 minutes, Maître Barros dépose les plaintes pénales pour tentative de fraude et extorsion, et informe le fisc de vos mouvements. Papa ira en prison. Paola, avec ton historique de crédit, tu ne pourras même pas louer une chambre sur un toit. Le silence était funèbre. Option B, continuai-je. Vous signez ceci. Je fis glisser le document que Barros avait préparé ce matin-là. L'accord de paix. Mais qu'est-ce que c'est? Demanda Rogelio en levant les yeux. C'est un accord de fin de relation totale, expliqua Barros. Vous déclarez que vous n'avez aucun droit sur la propriété d'Elena, que vous ne lui avez jamais prêté d'argent, que vous renoncez à toute réclamation future. Et le plus important. Barros montra la dernière clause. Il inclut une interdiction de contact volontaire et permanente. Vous ne pouvez pas contacter Elena, vous ne pouvez pas aller chez elle, vous ne pouvez pas aller à son travail, et vous ne pouvez pas parler d'elle sur les réseaux sociaux. Si vous violez ça, les plaintes pénales sont réactivées automatiquement. « Tu nous exiles ?» demanda maman d'une voix tremblante. « Ta propre mère ?»« Vous m'avez exilé au moment où vous avez mis un prix sur ma tête, dis-je. Vous signez, et je ne dépose pas les plaintes. Vous partez libre, pour gérer vos dettes, mais sans casier pénal. C'est mon dernier cadeau pour vous. » Rogelio regarda le papier, regarda Barros. Il me regarda. Il vit qu'il n'y avait aucun doute dans mes yeux. « Passe-moi le stylo, dit-il. » Le bruit du stylo raclant le papier fut le seul son dans la pièce pendant les 5 minutes suivantes. Un son rude, définitif, comme celui d'une pelle qui jette de la terre sur un cercueil. Rogelio signa en premier. Sa main tremblait tellement que la signature sortit tordue et méconnaissable, comparée à la signature arrogante qu'il avait l'habitude de faire. Il ne leva pas les yeux. Il ressemblait à un général qui vient de rendre son épée. Lourde signa ensuite. Elle pleurait en silence, de grosses larmes noires de mascara tombant sur le papier. Barros, efficace comme toujours, lui tendit un mouchoir en papier et essuya le document avant que l'encre ne bave. « Pardonne-moi, ma fille, murmura maman en signant. On voulait juste. » Non, maman, la coupai-je doucement. Vous ne vouliez pas. Vous avez pris. C'est différent. Paola fut la dernière. Elle attrapa le stylo comme un poignard, comme si elle voulait me l'enfoncer. Elle lut la clause de restriction et laissa échapper un rire amer. Donc c'est ça, hein, dit-elle en me regardant avec une haine pure. Tu te débarrasses de nous. Tu gardes ton palais, et tu nous envoies à la poubelle. J'espère que ça en valait la peine, Elena. J'espère que tes draps en coton égyptien t'enlaceront la nuit, parce que nous, on ne le fera plus jamais. Signe, Paola, dis-je en ignorant son venin. Elle signa avec rage, déchirant un peu le papier à la fin. Elle jeta le stylo sur la table, où il rebondit et tomba au sol. Barros ramassa les documents, vérifia chaque signature, apposa son tampon de notaire et hocha la tête. Tout est en ordre. Des copies seront envoyées à votre domicile ou, enfin, au domicile que vous indiquerez à l'avenir. Barros se leva. La réunion est terminée. Sortez, s'il vous plaît. Ils se levèrent péniblement. Il ressemblait à une procession funèbre. Rogelio prit sa mallette vide. Lourde remit son sac faux en place. Paola remit ses lunettes de soleil pour cacher ses yeux gonflés. Ils marchèrent vers la porte. Rogelio s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée. Il se tourna vers moi une dernière fois. Pendant une seconde, je vis dans ses yeux un éclat de quelque chose, remords, honte. J'attendis. J'attendis un « je suis désolé », un « je t'aime ». Quelque chose qui pourrait sauver un morceau de mon âme. J'espère que tu seras heureuse avec ton argent, Elena, dit-il d'une voix cassée. C'est tout ce qu'il te restera. Tu vas mourir seule dans cette tour d'ivoire. Et quand tu mourras, personne n'ira à ton enterrement.
Je sentis une pointe de douleur au cœur, mais je respirai profondément et laissai la douleur traverser sans s'accrocher. Je préfère pleurer dans un pantouse que j'ai payé moi-même, qui est à moi, que de rire dans une maison volée, répondis-je en le regardant fixement. Et je préfère être seul qu'entouré de personnes qui me voient comme un portefeuille. Adieu, Rogelio. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose de plus, mais la referma. Il n'y avait plus rien à dire. Ils sortirent. La porte se ferma avec un clic doux mais définitif. Clic. Le silence revint dans le bureau, mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd, c'était un silence propre. Je me laissai tomber sur ma chaise. Mes jambes, qui m'avaient soutenu avec tant de force, devinrent soudain de la gelée. Je me mis à trembler. Respire, dit Barros en apparaissant à côté de moi avec un verre d'eau. Respire, Elena. C'est fini. Tu as gagné. Gagné, demandai-je en prenant l'eau avec des mains tremblantes. Je viens de laisser ma sœur et moi-même orphelines. Mes parents vont perdre leur maison dans 2 semaines. Ils ont perdu leur maison il y a 11 mois, quand ils ont signé cette hypothèque toxique, répondit Barros avec fermeté. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Toi, tu as juste refusé d'être le dommage collatéral. Il y a une différence entre tuer quelqu'un et refuser de lui donner ton cœur pour qu'il vive. Tu as choisi de vivre. Je bus l'eau. Le froid m'aida à me recentrer. Merci, Patricia, dis-je en utilisant son prénom pour la première fois. Merci de m'avoir sauvé. C'est mon travail, et un plaisir personnel. Je déteste les intimidateurs. Je sortis du bureau une demi-heure plus tard. Je ne retournai pas au travail. Je marchais sur Reforma. Le soleil brillait. Les employés de bureau mangeaient des tacos à des stands de rue. La vie continuait. Le monde ne s'était pas effondré. Je m'assis sur un banc devant l'Ange de l'Indépendance. Je sortis mon téléphone. Bloquer contact, maman. Bloquer contact, papa. Bloquer contact, Paola. Un par un. C'était comme fermer les fenêtres d'une maison pendant un ouragan. Chaque blocage était un verrou de sécurité, un acte d'amour-propre radical. Je levai les yeux vers le ciel bleu. Je me sentais légère, étrangement légère, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres toute ma vie et que je venais de le poser. Le temps est un grand révélateur de vérité. Sans mon aide, et sans ma maison à piller, la réalité frappa les Valenzuela avec la force inévitable de la gravité. La banque n'attendit pas. Il n'y eut pas de miracle de dernière minute. Ils exécutèrent l'hypothèque de la maison de mes parents 3 semaines après notre rencontre. Je l'appris par Madame Garcia, la voisine commère de toujours, qui m'appela excitée par le scandale. « Elena, c'était horrible, me raconta-t-elle. Les déménageurs sont arrivés, ils ont mis des scellés sur la porte. Tes parents ont dû faire une vente de garage de panique le week-end. Ils ont tout vendu. Les meubles fins de la salle, l'écran de 80 pouces, même la voiture de l'année de ton père. Tout est parti pour des miettes, pour payer ce qu'ils pouvaient. Ils sont partis en taxi, ma fille, avec 4 valises. Ils ont déménagé dans un petit appartement social dans une zone industrielle à la périphérie de la ville, près d'Ecatepec, loin de leurs amis du club, loin des apparences, un endroit où personne ne les connaît et où tout le monde se fiche de leur nom de famille. Et Paola, eh bien, la vraie vie l'a enfin rattrapée, et elle n'a pas été gentille. Sans la maison de papa-maman pour se réfugier, et sans mari pour la nourrir, elle a dû travailler pour la première fois de sa vie. Elle est devenue caissière dans une chaîne de supermarchés, Oxo. La princesse qui se moquait de mes tailleurs porte un uniforme en polyester rouge et jaune. Elle passe 8 heures debout à Scanner des Côtes-Barres. Un jour, je passais par là en voiture. Je la vis à travers la vitre. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait perdu ce faux éclat. Mais je vis aussi autre chose. Elle avait son bébé dans un porte-bébé derrière le comptoir. Elle lui donnait un biberon pendant sa pause. Elle avait l'air vraie. Pour la première fois, elle ne jouait pas. Elle survivait. J'espère que cet enfant va casser le cycle. J'espère qu'il grandira en voyant la valeur du travail et non la valeur de la manipulation. En ce qui me concerne, j'ai fait des changements drastiques. J'ai refinancé mon Pantouse 6 mois plus tard. Avec mon historique de crédit impeccable et sans la menace permanente des dettes de ma famille qui salissaient mon profil, j'ai obtenu un taux d'intérêt beaucoup plus bas.
Ça m'a fait économiser environ $340 par mois sur l'hypothèque. J'aurais pu dépenser cet argent en chaussures, en voyage en Europe, ou en dîner de luxe, mais j'ai fait quelque chose de mieux, quelque chose qui a guéri ma petite fille intérieure. J'ai créé une petite bourse privée. Je l'ai appelée « Bourse Clara », en l'honneur de ma première chef, la femme qui m'a appris à garder chaque reçu. La bourse est pour des étudiantes en comptabilité d'origine modeste, qui travaillent pour payer leurs études et qui n'ont aucun soutien familial. La semaine dernière, j'ai remis le premier chèque. La bénéficiaire est Sophia, une fille de 19 ans qui travaille de nuit dans une taqueria et étudie le jour. Elle a pleuré quand je lui ai donné l'enveloppe. Elle m'a avoué que son père lui prenait son salaire. « Ouvre un compte à ton nom, Sophia », lui ai-je dit en lui donnant une nouvelle chemise noire. « Les garde, tout est reçu. Ta liberté est dans ces papiers. Ne laisse personne te dire que tu es égoïste parce que tu protèges ton futur. » Elle a souri à travers ses larmes, et dans son sourire, je me suis vu moi-même. Hier soir, j'ai organisé un dîner sur ma terrasse. J'ai invité ma tante Consuelo, la seule sœur de ma mère qui ne m'a pas attaqué et qui m'a donné le premier indice. J'ai invité Maître Barros, qui est devenu mentor et ami, et j'ai invité 2 amis proches qui m'ont soutenu pendant tout ce processus. Nous avons dîné sous les étoiles de la ville de Mexico. Le vent soufflait doucement, emportant le smog. Nous avons ouvert une bonne bouteille de vin. Cette fois, il n'y avait pas de tension. Personne ne jugeait combien je mangeais. Personne ne calculait combien le vin coûtait. Il n'y avait pas d'addition cachée sous l'assiette. Je regardais mon appartement. Les lumières de la ville brillaient en bas, belles et lointaines. Il ne semblait plus être une forteresse froide. Il paraissait chaleureux, plein. Il ressemblait à un foyer. Mon père avait raison sur une seule chose. Au final, je suis resté seul avec mon argent, dans le sens où je n'ai plus ma famille biologique. Mais je préfère 1000 fois cette solitude remplie de paix, de dignité et de sécurité à la compagnie pleine de mensonges et d'exploitation. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Le sang, c'est de la biologie. La famille, c'est la loyauté. La famille, c'est le respect. La famille, ce sont les personnes qui se réjouissent quand tu gagnes, pas celles qui te demandent de perdre pour qu'elles gagnent. L'autre jour, j'ai reçu un mail de ma mère dans mon dossier spam. Il disait « Tu nous manques. Ton neveu à tes yeux. On pourrait se voir ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai supprimé. Mes yeux sont à moi. Ma maison est à moi. Et ma paix. Ma paix n'est pas négociable. Mon histoire est terminée, mais j'espère qu'elle ouvrira un nouveau chapitre dans vos pensées. Tout au long de ce chemin douloureux, j'ai appris 3 leçons que je veux graver dans vos esprits. Votre succès n'est pas le fonds d'urgence de votre famille. Vous avez le droit de prospérer sans vous sentir coupable. Aider les autres est un choix, pas une obligation fiscale basée sur la consanguinité. Les preuves écrites sont vos meilleurs amis. Dans un monde d'émotions ambiguës, les chiffres et les factures sont les seules choses qui ne mentent pas. Gardez des preuves pour votre vie, pas parce que vous ne faites pas confiance aux autres, mais pour vous protéger. Refuser l'abus n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Quand vous mettez des limites à des personnes toxiques, elles vous traiteront de méchants. Laissez-les. Il vaut mieux être le méchant dans leur histoire que la victime dans la vôtre. Chers amis, je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo portent aussi des charges silencieuses liées à leur famille. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Si ces leçons vous ont été utiles, ou si un jour vous avez dû dire « non » avec courage pour vous protéger, s'il vous plaît, commentez, bien, ou partagez votre point de vue le plus profond ci-dessous. Votre interaction me motive en sachant que cette histoire a touché les bonnes personnes. Merci d'avoir écouté. Vivez avec force, indépendance et liberté.